on le constate, voilà, un achat immobilier, c'est quand même un coup de cœur. Et l'objectif de vous, vendeur, ça va être de justement aller chercher à créer ce coup de cœur chez votre futur acquéreur. Et donc, voilà, on sait, on le voit sur le marché, les biens qui se vendent le mieux, au meilleur prix, sans mettre 15 ans à partir sur le marché, eh bien, c'est souvent des biens qui présentent des très belles prestations, qui ont été parfaitement rénovés, etc. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. On se lance dans le grand bain. Le grand bain, bah oui, c'est devenu un grand bain en fait en l'occurrence depuis parce que je regardais t'es un des tout premiers des invités. Je crois que c'est des 5e numéros, un truc comme ça. Exactement, cinquième. Donc là t'es plus de 100 numéros plus tard à peu près, quelque chose comme ça. Donc il y a du monde qui est venu se baigner. Alors. Martin, exactement. Bah, c'est un grand océan, c'est propre, t'inquiète pas. Je change l'eau une fois de temps en temps. Martin Ménès 2, le retour dans la Martingale. Alors le premier épisode, c'était vous faire les meilleurs coups immobiliers. Ça a bien changé depuis d'ailleurs les meilleurs coups immobiliers, mais ça c'est un autre sujet. Alors on n'est pas loin évidemment, parce que je vais pas te faire parler des cryptos, même si tu connais peut-être les cryptos, c'est pas ton métier au quotidien, c'est pas une prochaine. L'idée de mon invitation, mon cher Martin, était, alors on l'a un peu préparé, je vais pas vous mentir à tous, heureusement je prépare quand même un peu ce que je fais, était de comprendre comment bien vendre. Donc bien vendre dans l'immobilier, évidemment, puisque c'est ton métier. Et alors en préparant tout ça, bon évidemment on a vu que vente, c'était lié à l'achat, puisqu'en face d'un vendeur t'as un acheteur. Donc les deux vont être assez liés. Donc comment bien vendre est lié à bien acheter, ou celui qui vend bien, en face quelqu'un qui achète mal, a priori, et vice versa. Et toi ton expertise avec Bivouac est surtout, pas mal de bien acheter, mais ensuite de valoriser le bien. Donc quand je vends bien, a priori je vendrai pas à Bivouac, c'est un peu ce qu'on s'est dit, malheureusement. Quand je vends mal, je vendrai à Bivouac. Donc il faut te poser des questions. Si tu vends un appart à Bivouac, c'est que t'es un troufion, quoi. Tu vas nous tuer, Mathieu. T'as d'autres manières de faire, tu me les as expliquées aussi, mais on va rentrer un peu dans le détail. Pour repositionner le contexte, Bivouac, et que tu nous disais un peu plus, c'est combien de biens achetés, la volumétrie maintenant? Eh ben écoute, on a fait un peu plus de 300 acquisitions l'an dernier, et on fait 100% de croissance chaque année, donc d'accord. Tout se passe bien. On devrait dépasser les 500 et voire même les 600. Ok, très bien. D'accord, avec un objectif qui est donc un achat clé en main, donc avec un objectif de rendement, c'est ça. Donc je te dis, je voudrais trouver un bien acheté en location meublée non professionnelle, idéalement, j'imagine, c'est ça. Pas que. Ouais, notre métier, c'est de faire de l'investissement locatif clé en main. Donc on a des particuliers comme toi et moi qui viennent nous voir et qui nous disent, moi j'ai envie de me lancer dans l'investissement immobilier, j'ai un peu d'argent qui dort, j'ai des revenus stables, je suis propriétaire d'une résidence principale ou non. Et ils viennent nous voir avec un projet, une idée. Et on les aide vraiment d'ailleurs à ce niveau-là à mettre au clair leurs critères de recherche en fonction de où ils en sont dans leur vie, dans leur construction patrimoniale également. Et puis on fait effectivement ensuite on trouve des projets, on les finance, on les rénove, on trouve des locataires. On fait tout ça pour eux et on fait bien entendu pas mal de locations meublées non professionnelles comme tu me mentionnais, mais pas que. Ça dépend de tes critères, tes objectifs, on va dire d'investissement à la base. Tu dis propriétaire de leur résidence principale ou non. En effet, on a fait un épisode sur la Martingale, en fait, qui était vraiment sur le fait que c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que ne pas être propriétaire de sa résidence principale bien louée de son côté, parce que souvent c'est, en tout cas dans les grandes agglomérations maintenant, plus intéressant de louer que d'acheter, et en revanche démultiplier les biens immobiliers que tu achètes sur un rendement intéressant, finalement c'est pas forcément une mauvaise idée, quoi. Ouais, et puis parfois on le fait aussi par contrainte, ou
Bien sûr, dans l'idéal, on aimerait tous être propriétaires de sa résidence principale, plus d'investissements immobiliers locatifs à côté, enfin tous. À part les crypto-fans, ceux qui ne jurent que par le Bitcoin, mais non, mais voilà, pour ceux qui s'intéressent de près à l'immobilier, bien sûr que c'est l'objectif, on va dire, de bon nombre d'investisseurs. Maintenant, parfois, quand on est effectivement résident à Paris ou à Lyon, une grande métropole, où les prix sont déjà si élevés, qu'on se dit... 1,2 million les 100 mètres carrés, si tu réfléchis à deux fois, en fait. Ouais. Puis tout dépend d'où on en est aussi dans la phase de sa vie. Parfois, acheter 1,2 million tout seul, c'est possible, mais il faut quand même encaisser pas mal dans la banque chaque mois. Il faut avoir un bon employeur. Je te confirme. Travailler chez toi, Mathieu, je sais pas. Et puis parfois, on se dit aussi, on n'a pas prévu de rester encore, toute sa vie à Paris. Voilà, donc il y a pas mal de gens qui se lancent dans l'investissement immobilier locatif plutôt par vraiment avant d'acheter une résidence principale, par contrainte en fait. Ouais. Voilà. Mais sachant qu'en plus souvent, pour même in fine pour acheter sa résidence principale, ça peut être un bon moyen de se créer son apport. Enfin voilà, commencer très tôt sur. Il y a des gens qui commencent très tôt chez Bivouac. Quel est le plus jeune acheteur chez vous? Ouais, ouais, j'ai l'âge exact. Ouais. Il a 22 ans. D'accord. Donc c'était très très jeune. Il travaillait déjà, il avait déjà des revenus en fait depuis un certain temps. Il commençait à travailler tôt et voilà, une banque l'a suivi. Alors voilà, sur un projet relativement abordable, on est autour d'une centaine de milliers d'euros, mais ça suffit. Il a réussi à convaincre un banquier avec sa situation professionnelle déjà bien établie et puis un super projet qu'on lui avait trouvé, donc voilà. Trop bien. C'est notre plus jeune acquéreur. Et donc vous faites toujours, pour rentrer, avant de rentrer définitivement dans cet épisode sur comment bien acheter, toujours des villes comme, alors j'avais en tête Lille, Nantes, il y a eu Marseille, après tout le monde est à Marseille, vous êtes toujours à Marseille, non vous aussi? Ouais, bien sûr. Tu le mentionnais juste avant, je pense que entre le dernier moment où je suis venu ici et aujourd'hui, le marché effectivement a un petit peu évolué. Il évolue sans cesse, à vrai dire, mais la tendance qu'on avait détectée à l'époque s'est bien entendu confirmée. On a un vrai essor des villes moyennes ou des banlieues, des périphéries des grandes métropoles en province, qui ont bénéficié... tout le monde a entendu parler de cet effet Covid où les gens ont voulu aller gagner un peu plus de surface, des espaces extérieurs, etc. Donc sont tentés de se diriger hors des centres-villes. On verra de quelle manière cette tendance est pérenne. Et puis il y a aussi, il y a plein d'autres raisons. Je sais pas, en prenant le cas de Marseille, qui effectivement est un peu... bénéficie aussi d'un effet d'aubaine, un effet d'opportunité. Je m'explique. Simplement, quand on regarde les prix des grandes métropoles comme bien sûr Paris, qui est un peu toute seule dans sa catégorie, mais Lyon, Bordeaux, maintenant on a plein d'autres villes dans l'Ouest également. Marseille présente des prix qui sont très abordables et donc on va dire que par un système de ruissellement, les investisseurs n'ayant plus d'opportunités rentables dans ces autres villes se réfugient à Marseille. Alors ce qui m'inquiète finalement avec tout ça, je dis ça avec... mais donc, vous avez quelques concurrents. Vous avez été parmi les tout premiers avec Bivouac d'ailleurs. Ouais. Vous avez quelques concurrents. Finalement, vous rendez aussi accessible ou plus facile d'accès des choses où moi je serais pas comme ça naturellement aller acheter à Nantes, à Bordeaux, à Marseille. Enfin Bordeaux maintenant plus facilement d'ailleurs, mais parce qu'on a un bureau là-bas depuis quelques temps maintenant. Mais donc vous rendez un peu plus liquide ces choses-là. Donc je me dis qu'il va y avoir quand même une forme de spéculation, ou en tout cas ça va aller beaucoup plus vite, tu vois, et notamment les sets de data. Je peux pas m'empêcher de rester sur cette partie-là, on va aller sur l'autre juste après, mais vous utilisez finalement tous probablement les mêmes réseaux de data, c'est-à-dire voir les prix d'achat moyens qui viennent de meilleurs agents ou quelques données que tu vas avoir comme ça au public, des chambres de notaires, etc. Et puis les locations moyennes. Donc à la fin, tu vas voir et puis vous allez arriver, tu vas dire tiens, j'ai une ville qui est finalement pas si grande, et puis vous allez arriver, dès qu'il y aura un bien à vendre, en fait il y aura 8 personnes dessus et ça risque de faire péter les prix de certaines villes, non? Ah, tu soulèves des grandes questions là. Est-ce que le marché est efficace? Est-ce qu'il y a encore des zones vraiment où on
on a un coup d'avance à chaque fois qu'on y arrive. Quel est notre impact sur le marché, effectivement, parce que on était un des pionniers sur ce secteur-là, mais on n'est plus les seuls. Et puis on achète quand même un sacré nombre d'apparts ou de maisons, d'immeubles chaque année. Et puis effectivement, le dernier point, tu parles de données. Nous, on n'invente pas les données qu'on analyse. C'est une de nos spécificités. On va assez loin dans ces analyses de données macroéconomiques comme très micro pour nous permettre de sélectionner effectivement les zones où investir. Alors, on a des super exemples de vraies réussites. Je pense à ce quartier de Villejean à Rennes où ça nous est arrivé d'acheter 3 appartements dans les mêmes copros à 1 an à chaque fois d'intervalle. On a payé le premier 140 000 euros. On a payé le second 11 mois plus tard 186 000 euros. C'était même surface, même typologie, même travaux à faire, même copro, vraiment juste 1 ou 2 étages de différence. Et puis le troisième, on l'a payé plus de 240 000 près de 13 mois plus tard. Donc effectivement, qu'est-ce qui nous a permis de réaliser de telles opérations pour nos clients? C'est d'avoir vraiment identifié des zones. On a tout simplement comparé effectivement le prix à la location sur le prix d'achat de ce quartier en particulier. On avait identifié qu'il y avait un tel décalage avec d'autres quartiers juste vraiment limitrophes, à moins de 5 minutes de métro, plus tout un tas d'autres critères comme des infrastructures, aussi une volonté politique de redynamiser ce secteur, l'arrivée d'un nouveau CHU, etc. Et voilà, c'est vraiment ça notre métier, nous, c'est d'être en avance sur ces coûts-là. Mais oui, à terme, les marchés, je pense, ont tendance à se corriger d'eux-mêmes parce que je dirais pas que sur ce quartier de Vigan, on est le seul responsable d'une telle augmentation des prix. Non. Il y a d'autres acheteurs qui sont arrivés, des particuliers qui ont acheté par eux-mêmes, d'autres acteurs comme nous. Non, mais ce qui est drôle, c'est que finalement, je vois l'effet. Alors, souvent, on va schématiser du Parisien parce qu'il n'y a pas que des Parisiens, tu me confirmes, qui achètent en fait. Il y a des grands métiers de on accompagne même des Rennais à acheter à Rennes. Oui, voilà. Mais je l'ai senti à Bordeaux où tu avais un effet, alors notamment couplé avec le TGV en 2 heures, etc. Mais l'effet entre guillemets hashtag ou entre guillemets parisien qui se font détester parce qu'ils ont fait péter les prix de l'immobilier. En fait, ça crée aussi des clivages. Bon, venons du coup. Mais c'est important de poser aussi ce débat, de montrer aussi cette expertise que tu as. L'objectif aujourd'hui, je l'ai dit récemment dans un épisode aussi avec Bassel Abedi sur le calcul du rendement immobilier, épisode passionnant si vous l'avez pas écouté, parce que ça semble assez simple, en fait c'est éminemment compliqué, et lui me dit qu'il a pas vendu encore. Moi j'ai pas vendu. Ah si, j'ai vendu de l'IMO. Si, j'ai vendu de ma résidence principale une fois. Et j'ai bien vendu d'ailleurs. Mais la question c'est quand, on y viendra peut-être, mais surtout comment bien vendre et comment on fait alors que ce soit en travaillant sur le bien, comment on fait en travaillant autour. Est-ce qu'il y a des plateformes, est-ce qu'il y a des périodes, est-ce qu'il y a des choses à faire, à pas faire absolument, est-ce qu'il faut prendre un agent, faut pas prendre un agent? Est-ce que tu peux me répondre à cette question qui est bien large, cher Martin Ménez? Ouais, bonne question et que je trouve un sujet qu'on traite pas souvent, donc c'est intéressant en tout cas. Bien vendre, moi je découpe ça sont 3 axes principaux. Bien vendre, c'est on va recadrer le sujet. C'est dans l'optique de réaliser, on va dire le gain maximal financier pour toi vendeur. On s'entend. Dans cette optique-là, déjà j'ai envie de dire que malheureusement bien vendre c'est bien acheter parce qu'il faut vraiment prendre conscience de ça, qu'il y a tous les biens ne sont pas logés à la même enseigne. Il y a déjà un premier critère, une première distinction à faire sur les typologies de biens. On le voit vraiment. Aujourd'hui, les biens qui s'arrachent le plus sur le marché, c'est les biens les plus accessibles on va dire à l'investisseur qui veut faire de l'immobilier locatif classique, mais aussi à la résidence primo-accédant. Oui. On voit vraiment une envolée des prix dans certains marchés sur les T2 ou petits T3. T3, 2 pièces, 3 pièces. Donc, dans T, on comprend chambre, salon, mais pas la cuisine, salle de bain, c'est ça. Donc, c'est un T2, c'est un séjour plus une chambre. Exactement. Ok. Exactement. Donc, déjà, il y a ces types de biens-là sont plus liquides que les autres. Parce que tu peux donc avoir un enfant ou y vivre en couple, c'est quoi? C'est juste que c'est mieux qu'un studio, quoi. Tout est toujours mieux, mais T2, T3, c'est ça. Et ça, on va dire, ça va de T2 jusqu'à quoi? T4, T5? Enfin, non, à quel moment ça redescend?
À partir, je dirais, à partir d'une certaine typologie de T3, les grands T3, généralement, là, on constate qu'il y a quand même une chute de la demande. Après, c'est aussi des biens qui sont un peu plus rares. Voilà, il y en a, enfin, structurellement sur le parc immobilier français, j'ai aucune statistique précise, mais voilà, du simple fait de l'expérience qu'on a, voilà, à parcourir le marché quotidiennement, il y a quand même un peu moins le T2 est un type de bien très très représenté sur le marché français. Ce qui veut dire que si j'ai un T6, il faut réfléchir à le diviser en 2 ou en 3. Ah bah pourquoi pas. Ah bah ça fait partie, voilà, le deuxième axe qui sera comment transformer légèrement son bien peut-être pour lui donner un plus de potentiel, voilà, à la revente. Ajouter une cuisine et un... Ouais, c'est là une division, on arrive dans quelque chose d'assez lourd, mais qui parfois peut effectivement se faire. Alors il y a plein de contraintes autour de ça, hein. Il faut demander l'avis de la copro, etc. Si on vient empiéter sur les parties communes, c'est tout de suite aussi beaucoup plus compliqué. Mais bref, je vais passer ça sous silence pour l'instant. Mais voilà, effectivement, oui, il faut déjà avoir conscience que la typologie de bien va influer. La seconde chose, c'est l'emplacement. Bien entendu, nous, on constate qu'il y a des écarts de prix voilà, au sein même d'une rue, parce que vous êtes en début de rue avec sur la place, une place principale, vous avez, j'ai un exemple là qui me vient à Angers, alors je me rappelle plus le nom de la rue exacte, mais on a trouvé 2 opportunités la même semaine, c'était courant mois de mars, là, avec 1 000 € d'écart de prix au mètre carré pour 2 biens situés dans une même rue. Tout simplement. Ce qui à Angers, tu passes de 4 à 5. Enfin, c'est pas de 13 à 14. Quoi. Non, c'est significatif. C'est significatif. Ouais. Exactement. On est sur quasiment 20% d'écart de prix sur le prix global. Donc, c'est pas rien. Alors, ça s'explique par plein de choses. Il y a bien sûr les prestations de l'appartement, de la copropriété, mais aussi, bien entendu, l'emplacement qui vient jouer énormément. Et là, c'était quoi la différence d'emplacement? C'est l'étage, c'est... On était donc dans un quartier vraiment l'hypercentre angevin, avec, on va dire, voilà, une rue qui débouche sur une place qui est très sympa. Et donc, cet emplacement-là, forcément, il vient rajouter un premium à cet appartement. Parce que si vous avez donc l'appartement le plus cher qui était tout simplement donnant sur la place, c'est à ça. On a moins de vis-à-vis, pardon. On a plus voilà, un dégagement devant ses fenêtres. C'est quelque chose qui va vraiment contribuer aussi à mettre en valeur le bien et à lui donner plus de valeur. Donc ça s'explique comme ça. Tout ça, donc on l'a vu ici d'ailleurs, la hauteur, le dégagement. Tu vas avoir évidemment ascenseur pas ascenseur, tu vas avoir, enfin si t'es en hauteur et sans ascenseur tout de suite c'est pas terrible, tu vas avoir l'exposition, plein sud c'est toujours mieux et ça on l'oublie de temps en temps, plus recherché, mais en fait ça change la vie, hein. Moi j'ai eu une fois un appart plein nord, j'en veux plus jamais en fait, hein. Tu te rends compte, pour y vivre, alors peut-être qu'en location en rendement tu t'en fous, mais ça change peut-être rien. Tes locataires, je sais pas s'ils font gaffe autant que moi, mais non, on est un peu moins regardant sur de la location pour la bonne et simple raison que les critères du bail d'un locataire sont pas exactement les mêmes que le tien et ceux de ta famille. Toi t'achètes une résidence principale dans laquelle tu te projettes peut-être pour rester 10, 15 voire 20 ans. Un locataire étudiant par exemple, il est parti pour rester 1, 2, 3 ans maximum. Et puis ce qui va l'intéresser, c'est plutôt le meilleur ratio qualité de prestation loyer. Puis un étudiant, il passe sa vie à la bibliothèque, il va faire les soirées le soir, il n'y a pas de temps que ça sur son... Non. Mais donc, oui, c'est vrai. Mais donc, du coup, parce que je réfléchis aussi, il y a le bruit. Moi, j'ai eu un appart aussi assez bruyant. Mais là, sur la vente, là, on est finalement plus assez axé sur l'achat, sur la vente. Faut juste être conscient de tout ça et se dire, quand je vends, comment je peux pas valoriser. Alors, si, il y a du bruit, je vais mettre des doubles vitrages. Enfin, faut faire des petits travaux. On peut aller du coup sur pour moi le second axe qui apporte réponse à cette question, comment bien vendre. Je vais appeler ça moi le semi-marketing, où on va aller en fait transformer son bien, faire des travaux plus ou moins lourds, justement pour le mettre en valeur. On le constate, un achat immobilier, c'est quand même un coup de cœur. Et l'objectif de vous, vendeur, ça va être de justement aller chercher à créer ce coup de cœur chez votre futur acquéreur. Et donc, on sait, on voit sur le marché les biens qui se vendent le mieux, donc au meilleur prix,
sans mettre 15 ans à partir sur le marché, eh bien, c'est souvent des biens qui présentent des très belles prestations, qui ont été parfaitement rénovés, etc. Donc ça, c'est intéressant. Et donc là, il y a tout un calcul à faire, entre guillemets, de dire, là, bon, bah, combien ça va me coûter de réaménager mon bien pour aller eh bien, le valoriser et combien est-ce que je vais pouvoir en espérer du coup en face par rapport au prix que j'aurais vraisemblablement pu le vendre si j'avais pas fait tout cet investissement et donc dans l'optique de percevoir davantage. Et ça c'est finalement quand même assez chiant, assez contraignant. Je veux dire, je réfléchis à, tu vois, alors en effet moi j'essaye de à la fois, tous les apparts que j'achète, justement, moi, je veux surtout pas acheter un bien rénové parce que je vais le payer trop cher. Donc, évidemment, on est exactement dans le miroir, là, l'effet miroir. En revanche, il y a des gens qui ne cherchent que ça, qui veulent pas s'emmerder avec les travaux. Exactement. Donc, si tu les projettes dans quelque chose de vraiment très beau, ou en tout cas que tu peux aménager immédiatement, ça va les aider. Mais tu vois, je me dis, si jamais un jour je récupère, je sais pas moi, la vieille maison de mes parents à vendre et que je dois lui faire des travaux, ça va. Enfin, tu sais, t'as pas envie, quoi. En fait, c'est vraiment le truc où bien sûr, refaire les salles de bain, la cuisine, le machin d'un truc à 40 ans, en fait, c'est très 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 contraignant. Bah, voilà, l'argent tombe pas du ciel. Pour en obtenir davantage, ça nécessite un minimum de travail, de temps, du coup, d'investissement, et puis de gérer un projet de rénovation. Mais parfois le jeu peut en valoir la chandelle. Et puis avant même de parler d'installer du marbre dans toutes les salles de bain de la maison de tes parents, il y a quand même aussi deux, trois, je pense, tips, règles, deux, trois petits trucs qui peuvent être assez finalement faciles à faire. Enfin, si vous avez un logement qui est avec des traces de moisissure de partout, ça coûte parfois pas grand-chose, c'est pas tant contraignant de refaire un bon petit coup de peinture. Même au-delà de ça, j'ai tombé sur une étude assez intéressante produite par Zillow, qui est un grand portail d'annonces américain, qui avait identifié qu'il y a certaines couleurs dans votre logement qui vont avoir véritablement un impact sur le prix de vente. Oui, le vert pomme, ça marche très bien, tout le monde en veut. C'est ça. Exactement. On veut tous des murs vert pomme. Ce fameux vert pomme qu'on avait beaucoup dans les années 70. Et le orange aussi, ça marche. Exactement, qui aujourd'hui n'est plus du tout dans les desiderata des acheteurs aujourd'hui en 2022. Mais là, tu fais du blanc, non, en fait, juste. Tu fais du blanc, des couleurs neutres. Non, il y a vraiment une science derrière tout ça. Donc, bien sûr, privilégier les couleurs neutres, un blanc, un gris, taupe, quelque chose vraiment qui va plaire en fait au plus grand nombre, qui va permettre surtout à l'acheteur de se projeter facilement, parce que moi, je connais personne qui en ce moment recherche absolument à peindre son appartement en vert pomme. J'avais vu un truc, je pense que c'était sur un compte TikTok ou Insta, je sais plus, d'un vendeur IMO qui me fait marrer. Aux États-Unis, justement, alors la question c'est est-ce que les Américains et les Français ont les mêmes goûts et est-ce que c'est les mêmes couleurs? Parce que eux, ils avaient une tendance, tu sais, dans toutes ces grandes maisons de banlieue, les suburbs et tout ça, ils ont une tendance à avoir de la moquette historiquement depuis assez longtemps. Et là, ils disaient moi je l'ai vécu parce que j'étais pas mal aux États-Unis dans des familles plus jeunes et cette moquette, je vois très bien de quoi il s'agit, pas une grosse moquette et tout. Et là il leur dit vous me virez cette moquette, vous collez une sorte de parquet PVC, un truc qui a un bon air de parquet, qui est bien fait, tu vois, et qui peut se nettoyer et tout, mais il faut surtout plus de moquette en 2020 quoi. Et encore une fois ça dépend à qui on vend, à qui on s'adresse, qui est notre acheteur. On met un produit sur le marché, donc il faut s'intéresser à qui est son client. Si vous vendez aux Français, je pense que les Français sont attachés au patrimoine, etc. ont peut-être plus tendance à préférer les parquets en pointe de Hongrie. Si vous vendez un Américain, j'ai pas mal de copains qui travaillent sur des gros projets de rénovation, etc. Je connais un réalisateur américain très connu, je vais pas citer, qui a acheté récemment un château en Provence, qui a mis une moquette de 3 cm d'épaisseur sur un parquet de pointe de Hongrie sur une surface de plus de 1000 mètres carrés. Tant qu'il n'a pas arraché le pointe de Hongrie, ça va. Je sais pas. Ça, je sais pas vous dire. J'étais pas sur les travaux, mais il y en a qui le font. Hein, mais voilà, on en est là, effectivement. Donc, ce château, s'il avait été vendu directement à la moquette, il aurait été encore plus séduisant aux yeux de cet Américain. Mais ok, donc c'est un peu le Stéphane Plaza, comment elle s'appelle, Valérie Damido. C'était ça. Tu fais un peu un refresh
à moindre coût. C'est quoi il faut compter entre 200 et 500 euros le mètre carré, ou enfin ça dépend d'où tu pars évidemment. Ça dépend d'où tu pars, mais on va alors avant de peut-être donner une fourchette, ce serait un poil compliqué. Je pense qu'on peut par exemple donner des points d'attention. Les peintures en premier lieu, je pense qui est vraiment quelque chose qui est relativement facile à faire. Ça prend jamais beaucoup de temps, voilà. Ensuite, c'est vraiment tous les détails mineurs. Une prise électrique qui est mal branchée, qui sort de ses gonds. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Et puis, si on est même prêt à investir un peu plus, mais je pense que c'est vraiment dans l'air du temps, aussi s'intéresser à la classification de DPE de son bien. Ça vaut peut-être le coup de voilà remettre un peu d'isolation, refaire, mettre des doubles vitrages, etc. Parce que on commence à le constater. Alors, c'est encore plus vrai dans les marchés moins tendus. Il commence à y avoir des disparités entre une différentiel de demande sur les biens qui sont classés plus bas dans l'échelle des DPE. Donc ça peut valoir le coup d'investir un minimum pour vraiment aussi revaloriser son bien du point de vue énergétique. Il va falloir que je reformule ma question, hein. Évidemment, quand je te demande de bien vendre mon bien, je me dis je veux le vendre cher. Ouais. Mais je veux pas investir la moitié de mon patrimoine je veux aussi que cette vente soit me rapporte plus, tu vois. Non, là où tu m'inquiètes, c'est que si je refais les fenêtres, je vais pour les avoir refaites ici dans ce bureau, etc. C'est un truc qui me coûte quand même un bras. Faut être certain de pouvoir l'impacter avec 20% de plus sur le prix de vente, ou tu vois, faut que j'y trouve mon intérêt, quoi, j'imagine. Et ben alors du coup, la troisième corde à ton arc, c'est pour bien vendre, c'est le marketing pur. Voilà, je pense que c'est un axe sur lequel je voudrais inciter. Il y a quelque chose qui est très très important, vraiment, c'est les photos. Voilà, là, on constate, il y a des annonces qui sont vraiment mises sur le marché un peu n'importe comment. Et voilà, votre but en tant que vendeur ou professionnel qui cherche à vendre le bien de votre client, c'est vraiment d'essayer de permettre à votre futur acheteur de se projeter le plus possible et permettre de lui donner envie. Enfin voilà, il faut qu'il y ait des photos qui soient bien prises. Tu as travaillé un peu dans ce secteur-là, donc tu sais bien sûr de quoi je parle. Sachant que là-dessus, pour moi, prendre un peu de photos et connaître tout ça, on a une tendance à se dire je vais le faire tout seul. Et en fait, c'est un métier, quoi. Il y a des plateformes qui le font maintenant. Vous en trouvez. Vous tapez photographie immobilier sur Google dans votre ville, vous en trouverez. Faut pas hésiter à payer 100, 150, 200. Enfin, pas beaucoup plus non plus, hein. Ça se trouve, il y a un peu de concurrence maintenant. Mais moi, pour avoir essayé, soit tu prends trop large en mode fisheye et t'as ton appart qui a l'air d'être un 400 mètres carrés alors qu'il en fait 12, soit tu prends pas assez large et tu vends pas assez bien. Donc ceux qui savent bien le faire, il y a la bonne lumière, les bonnes choses. Ce qu'il faut pas, si je puis me permettre, Martin, c'est avoir un truc qui a l'air trop beau parce que les gens arrivent et ils sont déçus. Exactement. Et avoir un truc qui a l'air trop moche parce que les gens viennent pas du coup. Donc il faut vraiment être juste pile poil dans le truc qui embellit peut-être de 10% si tu y arrives, allez 5-10%, mais pas plus aide. C'est ça, et je te rejoins à 100% là-dessus. Faire appel à des professionnels, ça aide. Ce qui est pas forcément vrai sur les travaux. Pardon, je reviens sur ce que tu disais avant. Alors tout dépend évidemment. Si tu fais de l'électricité, je le ferai pas tout seul parce que la plomberie non plus, parce que j'y connais absolument rien. Mais le coup de peinture, si t'as un petit coup de main, si t'as un peu de papier peint arraché, si t'as une bonne relation avec YouTube, non mais tu vois, c'est une activité sympa à faire en famille avec les enfants le samedi. Si t'estimes que tu peux le faire, ou alors après toujours tes enfants, ton beau-père, ta belle-mère, bon en fait c'est un truc qui peut éventuellement se faire tout seul, mais c'est toujours pareil, c'est une question de temps à y passer, d'envie, etc. Mais tu peux économiser pas mal d'argent aussi en faisant ça. C'est clair. Et puis après, pour aller plus loin dans le marketing pur, il y a aussi, il y a un grand débat sur la visite virtuelle. Est-ce que ça met en avant davantage les biens ou pas? Alors vous le faites pas mal, du coup, j'imagine. Alors oui, mais je reviendrai sur notre cas particulier à nous et pour les raisons qui nous poussent à le faire vraiment systématiquement. Mais voilà, je suis sûr que si tu vas interroger plusieurs professionnels, plusieurs agents immobiliers, je pense on aura des avis assez partagés sur la question. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va faire qu'il y ait davantage de demandes sur un bien, ou à l'inverse, réfréner le nombre de demandes de visites? Parce que finalement, est-ce qu'après avoir vu la visite virtuelle, on n'a pas tout vu? Bon, moi je suis sûr que non, mais ça n'enlèvera jamais, selon moi, le besoin d'aller visiter
en personne, en fait, sur place le bien, parce qu'on va détecter tout un tas d'autres critères. L'environnement. En fait, tu te dis, il y a des choses déjà que un agent ou un vendeur va me cacher quand je viens voir un appart. Mais alors, si en plus je le vois à distance, tu vois, pouvoir rentrer, voir l'extérieur, le hall, sortir du métro ou des transports en commun juste à côté, voir le quartier, le commerçant d'en bas, etc. Tout ce que tu vois pas, en fait. Les choses que tu sens, quoi, qui sont de l'instinct presque. Exactement. Mais alors, ça peut quand même, donc pour revenir sur cette visite virtuelle, je pense être un atout pour son bien quand on souhaite le mettre en vente, parce que on va quand même, parfois, malheureusement, les photos font pas correctement justice au bien qu'on essaye de mettre sur le marché. Il faut avoir du recul nécessaire pour prendre des photos qui ont un peu de gueule. Donc, la visite virtuelle a de ça quand même de génial, de permettre vraiment de se représenter un peu plus l'espace, la disposition. Ça vous fera également aussi gagner énormément de temps dans le processus de vente, parce que vous allez aussi vous enlever et vous ôter un bon nombre de questions. Et je le mets où à vendre l'appart? Parce que c'est pareil, on m'a dit, tu vois, alors souvent c'était des agents qui me disaient, mets pas ton appart sur le bon coin. Parce que ça va ruiner sa valeur, c'est un trop bel appart, machin. Tu dis, j'ai foutu sur le bon coin, j'ai vendu en 2 jours et puis basta. Alors se loger, je crois qu'il faut avoir une carte ou être professionnel, je sais pas. Non, on peut maintenant également le mettre. Je sais pas, tu vois. Mais est-ce que tu mets partout? Est-ce que tu le mets que à un endroit? Est-ce qu'il y a des plateformes où il faut absolument aller, d'autres faut pas y aller? Moi, très honnêtement, aujourd'hui sur le marché français, mon sentiment, c'est que Boncoin et Se Loger trustent vraiment une bonne part du trafic des acheteurs comme des vendeurs, et donc c'est pour moi les deux plateformes à qui à minima devraient sur lesquelles on devrait mettre son annonce. Ça coûte pas si cher que ça, c'est pas un investissement faramineux de mettre en ligne une annonce. Il y a aussi par rapport à ça 2-3 tips peut-être qui valent la peine d'être dit. Pour bien vendre, il y a quand même un paramètre qui fait aussi souvent peur à un éventuel acheteur, c'est la durée de mise en annonce. Oui, c'est ce que j'allais dire en fait, parce que c'est pareil, on te dit oui, donc tous les, en effet cette fois-là, les agents te disent s'il reste 2 semaines, 3 semaines, tu baisses le prix, les gens vont penser que, etc. Est-ce que ça c'est réel ou est-ce que c'est un mythe? Ah c'est vrai. Non, je pense que c'est le cauchemar de tout vendeur et c'est le vrai problème des agents immobiliers qui eux ont envie de vendre pour passer à d'autres projets, pour pouvoir enregistrer d'autres commissions, travailler sur d'autres choses, avoir du temps pour aller chercher de nouveaux mandats. Et malheureusement, parfois, mettre un bien en vente à un prix qui n'est pas celui de marché, ou justement pas suffisamment apporter d'énergie, d'attention au marketing de ce bien, c'est se donner la garantie que le bien va rester longtemps sur le marché. Et ils savent pertinemment que plus il est là longtemps, plus ça devient difficile. C'est un cercle vicieux qui s'installe finalement. Et moi, j'ai l'impression que ça, c'est un bullshit d'agents IMO. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, je t'en avais parlé en préparant ça, un reportage qui s'appelle Freakonomics. Il y a un bouquin qui est intéressant. Alors, je respecte énormément cette profession. J'ai acheté pas mal de biens à des agents. Généralement, je les vends en direct, mais je sais que moi, j'aime bien faire cet exercice et ça me fait marrer de tester, de voir les gens, etc. Il y a plein de gens qui aiment pas, donc il y a un besoin, voilà. Maintenant, il y a quand même un truc, c'est que ce que prouve cette étude et ce reportage, c'est qu'il y a une divergence. On n'a pas forcément les mêmes intérêts alors comme dans plein de business d'intermédiaires, hein, c'est pas que dans un agent immobilier, mais un agent immobilier, il a intérêt à vendre beaucoup d'apparts vite plutôt que peu d'apparts chers. D'accord? Donc s'il vend 5 ou 10% moins cher, vaut mieux qu'il en vende 2 ou 3, 5 ou 10% moins cher, mais très vite, comme ça, tac, tac, à chaque fois en une journée, etc. Parce que lui, en commission, en fait, les 5% de moins, ça change pas grand-chose. Sauf que toi, quand tu vends ton appart et que tu vends 180 000 au lieu de 200 ou 900 000 au lieu d'1 million, ça pique quand même un peu plus, tu vois. Et donc, je me dis, finalement, est-ce que vraiment... Tu vois, je prends juste un peu de recul par rapport à juste ce point précis, de dire ça reste longtemps. Moi, quand j'arrive et que je cherche un appart à acheter ou un truc comme ça, j'arrive, je cherche un appart, je le vois, il me plaît pas. Voilà. Alors, il y a une partie des gens, notamment les agents, qui sont toujours en veille. Mais
il y a aussi toute une partie des gens qui sont pas en veille, en fait. Ils sont pas en veille, ils arrivent, ils le voient, ils se disent, c'est bien, ils savent pas qu'il était déjà là il y a 3 semaines. Je m'en fous, moi, s'il était là il y a 3 semaines, si le prix est bon et que le truc est bien. Je vais pas te contredire, je vais nuancer, parce que je suis en partie d'accord avec ce que tu viens d'annoncer, mais je vais nuancer simplement. Moi aussi, j'ai un grand respect pour le métier d'agent immobilier. On travaille avec eux tous les jours, et je dois quand même dire que voilà, l'intérêt principal d'agent immobilier, c'est d'aller rentrer des nouveaux mandats ensuite, et ils savent pertinemment que ça se fait beaucoup par recommandation. Donc, si ils vont vraiment flouer leurs vendeurs, on va dire que c'est un jeu à court terme, parce que sur le long terme, ça va les desservir. Donc ça, je pense qu'ils le savent. Du moins, ceux qui travaillent bien le savent pertinemment, et on voit tout l'enjeu d'un agent immobilier, c'est justement de savoir justement conseiller son vendeur, qui a tendance parfois à être gourmand, et c'est bien normal. Voilà, quand on voit la flambée des prix sur certains marchés, on se dit oui, mais pourquoi je mets pas 10 000 ou 15 000, 20 000 plus cher De toute façon, je suis pas une semaine près. Exactement ça, c'est le raisonnement. Donc, je pense que c'est tout là, l'expertise aussi que l'agent immobilier est censé lui apporter, et que non, je constate vraiment que voilà, les bons agents immobiliers sont ceux qui savent vraiment estimer au mieux et jouer sur cette ligne très mince, mettre le curseur au bon endroit entre voir vraiment un prix qui est délirant, déconnant sur le marché, et un prix trop bas où on va flouer votre vendeur. Mais tu es d'accord quand même, tous les gens, et ben, ça m'est arrivé, je t'ai dit j'ai vendu un appart en 2 jours où tout le monde me disait que je le vendais trop cher. Et il a été vendu, enfin, littéralement, même en 1 jour et demi, enfin, le lendemain du jour où j'ai posté l'annonce. Tu ne peux pas t'empêcher de te dire, putain, je l'ai pas vendu assez cher, quoi. Tu vois, le jour quand ça arrive, tu te dis toujours, et tous les gens autour de moi se disent ça. Mais c'est une réalité également et on le voit vraiment, on l'a constaté, parce que on va détailler un peu plus le processus, mais de dire, nous sur le marché, on constate qu'il y a des biens qui sont là, qui restent, qui sont remis en annonce 3 semaines plus tard, 1 mois et demi plus tard, etc. Il y a des baisses de prix. Maintenant, on peut même suivre ça. On va donner des tips. Voilà, vous allez sur Castorus. Un petit plugin qui est gratuit, qui peut se brancher sur n'importe quel de portail immobilier favori, qui vous permet d'avoir voilà, cette information. Et même si l'annonce en fait est publiée il y a 2 jours, parfois Castorus retrouve la donnée comme quoi c'est une annonce en fait qui a été dépubliée, remise ensuite sur le marché, et que c'est un bien qui est en fait sur le marché depuis 2 mois. Voilà. Donc là-dessus, pourquoi c'est néfaste pour notre vendeur, parce que si on a moi en tant qu'acheteur, à l'autre côté de la barre, moi je vois un bien qui est sur le marché depuis 2 mois avec 2 baisses de prix consécutives, je me dis il y a un loup. Et qu'est-ce que ça produit comme effet ? Si le prix est encore totalement déconnant, ou voilà, j'y vais même pas, je regarde même pas, j'appelle pas, je vais pas visiter. Ou 2, je deviens très dur en négociation. Voilà. À l'inverse, il y a plein de moyens aussi, parce qu'on est sur la problématique comment mieux vendre, faire appel à un professionnel ou pas, peu importe ce que vous choisissez, mais en tout cas, je sais que les professionnels les agents immobiliers du coup sont aussi très bons à savoir faire ça, orchestrer ça. C'est jouer sur le FOMO, ou en anglais, donc Fear of Missing Out, jouer sur la peur, la crainte des gens qui et les presser finalement à passer à l'action. Une technique très simple, en fin de compte assez employée, qui marche à tous les coups, c'est d'organiser des visites avec plusieurs acheteurs au même moment. C'est tout bête, mais moi alors je vais faire des grandes généralités là, mais pour résumer, je suis sûr que tu mets ton bien 5% plus cher que le marché, effectivement, parce que tu as envie de tenter, tu as envie de voir extrêmement où ça va, et tu te démerdes pour dire à tous tes acheteurs potentiels que t'es pas dispo lundi, mardi, mais que t'es dispo que mercredi entre 18 et 20h, et tu fais littéralement 18h30, 18h45, et puis en fait tu t'arranges pour qu'ils se croisent, quoi. Exactement, faut que les acheteurs se croisent, et alors ça, c'est du marketing pur, ça coûte zéro. Ça coûte littéralement zéro. Enfin, vous n'avez même pas besoin d'acheter un seau de peinture chez Leroy Merlin. C'est juste synchroniser vos visites. Mais les effets sont là. Nous, on le constate. Et bien sûr, si on te rappelle le jeudi, tu attends 2 offres. Hein, on est d'accord. Évidemment, bien entendu. Tu te dis pas, il y a personne qui est intéressé. Non. Et puis, au pire, si t'as pas l'offre,
Tu fais comme si tu l'avais. Ouais. Non, il faut être capable, j'imagine, c'est un peu de se mettre de l'autre côté de la barrière. Je parlais d'effet miroir, mais typiquement quand tu as un bien, et je reviens un peu aussi sur ce que j'ai dit, parce que nous, on regarde typiquement, tu vois, là, il se trouve que c'est en Tunisie, mais ça fonctionne pareil, un bureau, voilà, et le truc est à vendre depuis 3 ans, voire plus, tu vois, et alors bon, en face, ils veulent pas baisser le prix, a priori, donc tu te dis, bon, bah... Il y a personne qui veut l'acheter, il est à en vendre, il bouge pas le prix, ils veulent pas le baisser. Bon bah tant pis, je l'achète pas et puis ils reviendront vers moi. Mais pour l'instant, ils reviennent pas vers nous. Mais quand tu te mets en face, tu te dis tant ça leur coûte cher, le truc est vide. C'est pas comme s'il était occupé en fait. C'est vide, donc faut aussi essayer à un moment de se mettre en face parce que moi comme tu le dis, j'ai pas envie de m'aligner. Je reviens aussi sur les agents. Est-ce qu'ils savent bien faire? Moi, je salue Didier Boisis, qui est un de mes agents dans le coin, là, ici. Quand ils savent bien faire, ils savent notamment ce que tu cherches toujours. Moi, je sais que j'ai 1 ou 2 agents qui vont m'appeler, j'imagine que vous avez ça, mais qui vont m'appeler en me disant « Tiens, j'ai un machin comme ça, Mathieu, je sais que c'est le genre de truc qui t'intéresse. L'état est lamentable, personne n'en veut, mais c'est pas mal placé et je pense que tu peux en faire un truc pas mal. » Et du coup, ça, ils savent que c'est des trucs voilà, que j'aime bien. Et donc, du coup, je serais plus apte, évidemment, à vendre autre chose avec lui parce que je sais que Guy les bons tuyaux, si c'est à moi qui donne les bons tuyaux, ben, je suis toujours content. Tu vois la référence, Guy les bons tuyaux ou pas? Je l'entends, mais non, j'ai... Starsky Hutch, mec, Starsky Hutch. Ah, d'accord, ok, ça date. Ah ouais, non, mais j'ai une culture cinématographique visiblement à refaire. Ouais, série, c'est bon. Non, mais ça marche en effet là-dessus. Ouais. Je pense les agents, j'imagine que vous avez un peu un réseau. Ouais, alors est-ce que bien vendre, c'est faire appel à un professionnel? C'est peut-être la question que t'entrouvres. Moi, je pense que voilà, au moins un professionnel aura, s'il est bon, tous ces bons réflexes déjà, voilà, savoir bien mettre en avant le bien. On parle de marketing pur, donc voilà, les photos, les visites 3D, rien que le descriptif aussi de l'annonce, etc. Savoir aussi, mine de rien, la visite, elle est si importante. Enfin, on fait un achat sur un projet d'un montant parfois de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire des millions, on passe 3 minutes littéralement dedans en faisant le tour et c'est pendant ces 3 mêmes minutes qu'on va prendre notre décision. Donc il y a des choses à faire et à ne pas faire. Évitez absolument de parler de vos souvenirs personnels, c'est là où votre enfant a fait ses premiers pas, ou bon, si ça peut-être mignon, ça peut-être que ça marche quand même, mais tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de savoir quand même mettre en avant les atouts de votre bien en étant très transparent aussi sur ses faiblesses. J'ai fait 3 divorces dans cet appart, on s'est déchiré la gueule tout le long. Typiquement quelque chose à ne pas faire parce que c'est quelque chose. La mauvaise vibe de l'appart. Votre acheteur n'a pas envie de se projeter dans cette image-là et il faut rester. C'est comme la peinture, il faut avoir une peinture. Même si vous aimez le vert pomme, désolé pour ceux qui adorent le vert pomme, eh bien, moi aussi, je suis désolé pour vous. C'est trop personnel. Il faut que l'acheteur puisse se projeter en 3 minutes. Ça, c'est vraiment véritablement l'enjeu. Donc, c'est pas un exercice si facile à faire en fin de compte. Et donc, voilà, si vous le vendez par vous-même, c'est peut-être forcé qu'on aura quelques déboires, tandis qu'un professionnel, c'est quand même son métier. Il y a un gros point là-dessus, c'est-à-dire que souvent, et pour de bonnes raisons, les professionnels veulent surtout pas que tu sois là pendant les visites, parce qu'en effet, tu vas balancer des trucs en disant oui, c'est un peu bruyant. Ah ben non, mais là la voisine elle est super relou. Et en plus au-dessus, quand ils marchent, c'est l'enfer. Ils ont 4 enfants, etc. Enfin toutes ces choses là où éventuellement qu'il faut pas dire, enfin, tu vois, j'imagine, par omission, ce qui sont difficiles à ne pas dire quand tu le vis, alors que l'agent il en sait rien en fait, quoi. Exactement. Et c'est, enfin, je dis pas par là qu'il faut absolument mentir ou chercher à mentir et omettre des choses parce que en fin de compte, la plupart du temps, heureusement, ça se sait. Et si vous avez un acheteur qui vous saute dans les mains après avoir signé le compromis ou juste avant, vous aurez perdu votre temps. Vous allez remettre justement votre bien sur le marché, donc on va retomber dans les torts qu'on a déjà discuté par avant. Mais effectivement, un agent immobilier saura sur quel point insister et ceux sur lesquels ne pas insister. Et puis ça serait aussi, encore une fois, pour raisonnement de marketing pur, dire que votre voisine fait énormément de bruit. C'est vrai, mais c'est pas mettre en valeur votre bien par rapport à un autre sur le marché où juste le vendeur n'aura pas omis de le mentionner et qui sera pour autant tout aussi vrai ailleurs.
On va venir rapidement sur le bien acheté, du coup, avant de clôturer cet épisode, mais j'aimerais quand même voir un truc, parce que souvent, quand tu vends un appartement, tu vas avoir le futur propriétaire qui va te dire j'aimerais bien y revenir pour des plans, pour faire des travaux, pour faire venir mon architecte, pour faire venir je sais pas quoi, etc., etc. Du coup, ce que je vois là, dans ce qu'on est en train de dire, parce qu'on n'a pas donné des tips de base, mais la visite, tu l'as fait plutôt en plein jour, plutôt à l'heure de midi, quand il y a de la lumière et pas la nuit. Enfin, il y a des règles aussi qu'il faut peut-être rappeler là-dessus. Mais si jamais ils reviennent plusieurs fois et qu'à chaque fois ils voient qu'en fait c'est pas si lumineux qu'ils avaient vu, que c'est pas, finalement, vaut mieux dire non, en fait. C'est pas possible, vaut mieux refuser la visite. Et puis pareil. Tu passes pour un gros con, c'est difficile quand même. Non, mais les gens sont sur un projet d'une vie pour la plupart du temps, donc ils sont prêts à prendre une demi-journée, prendre 1 heure de plus à la pause déj pour aller venir visiter. Ça, c'est effectivement, c'est totalement contre-productif de mettre des bâtons dans les roues que peut-être d'accepter une visite à 22h avec pas de lumière naturelle, etc. C'est pas rendre justice à votre bien. Est-ce que tu dois accepter qu'ils viennent avec leurs archis et tout ça 3 fois, 4 fois et qu'ils se rendent compte qu'il y a des imperfections qu'ils avaient peut-être pas vues? Moi, je serais vendeur, j'aurais tendance à dire, encore une fois, dans cette dynamique de créer le désir, créer cette fear of missing out, de dire non, mais écoutez, là, vous avez droit à une visite, prenez tout le temps qu'il vous faut. Par contre, la visite, c'est entre 14 et 16 heures, le mardi. On se rappelle, ce qu'on s'est dit, c'est d'avoir aussi 4 autres acheteurs potentiels derrière qui attendent juste pour passer le palier et puis faire venir visiter. Et puis, oui, autoriser et d'être très clair dès le départ, mettre les règles, dire écoutez, je comprends parfaitement que vous avez envie de faire visiter votre conjoint, votre conjointe, ou en plus d'un architecte une prochaine fois. Sachez que vous aurez droit à une et pas 2, pas 3 visites de validation avant de se lancer dans un processus de vente. Donc la prochaine fois que vous venez, venez avec votre conjoint, conjointe et votre architecte, mais ce ne sera pas une 3e ou une 4e fois. Puis un dernier tip aussi tout très, très simple, rangez vos appartements. Je pense à la maison de tes parents qui ont peut-être accumulé des tonnes et tonnes de souvenirs de vie, de votre jeunesse, etc. Nous, on le voit systématiquement. Alors pour le coup, ça va peut-être la transition avec comment bien acheter. Les biens qu'on préfère acheter, c'est les biens qui ont justement tout l'inverse de ce qu'on a dit précédemment, un marketing qui est pas du tout travaillé, avec des biens qui sont sans dessus dessous, le vieux papier peint, pardon, et puis un bazar sans nom, on voit à peine la couleur du parquet. Ça c'est pas du tout vendeur. Ça sent pas bon. Alors là, t'es royal au bar. Quoi. Donc nous, on adore acheter ça parce que on sait très pertinemment qu'on a plus de chances de faire une bonne affaire, d'acheter ça un peu en dessous du prix, sa valeur résiduelle du marché, et puis après on sait comment faire pour le valoriser. Et le transformer pour en rendre ce bien sexy sur le marché, à la fois de la location mais comme de la revente. Ok. On y a pensé, donc pas mal de choses. Le marketing, tant interne qu'externe, les visites, les photos, le rangement, on va dire un max de choses. Écoute, je crois qu'on a pas mal de choses. Le contexte potentiellement dans un quartier, pas hésiter à ajouter des choses que j'avais mises ici, ou mais il y a un métro en construction, il y a mettre un petit peu, si tu as des nouvelles sur la ville ou sur la région, un TGV qui arrive ici, etc. Ça c'est hyper important, j'imagine. Exactement. Très bien. Sur le côté vente, du coup, alors achat. Quand tu es de l'autre côté, pardon. J'ai l'impression, du coup, qu'avec des bivouacs en puissance, ça devient aussi de plus en plus difficile de trouver des marchés. Alors, on parle on-market, je sais pas si c'est dit comme ça, mais le off-market, c'est vraiment le truc que tu travailles avec. Soit je parlais d'agents immobiliers, soit le boulanger, le gardien d'immeuble, etc. Ou avant tout le monde, tu vas avoir les notaires, tu vas avoir éventuellement des gens qui vont dire... Donc ça, le off-market, c'est potentiellement du bonheur parce que tu essayes d'acheter à des gens qui, pour certains, veulent juste vendre vite, veulent pas se saouler, veulent des gens de confiance, etc. etc. Donc, tu essayes de faire un négo de gré à gré avant que ce soit visible. Donc ça se fait pas sous le manteau, c'est légal, hein, mais c'est probablement le mieux. Parce qu'une fois que ça sort sur le marché désormais, alors d'autant plus si on dit qu'on va sur Se Loger et Le Bon Coin et qu'il y en a que 2 et que tout le monde est là-dessus, vous avez des algos qui te disent, j'imagine, à moins de X milliers du mètre carré dans tel coin, boum, je prends, limite l'offre est faite dans les minutes, quoi. Ouais, on sait, à force d'acheter, notre métier c'est d'être présent sur le marché
tous les jours, ce qui nous donne un avantage concurrentiel qu'on pourra détailler juste après. Mais, et donc effectivement, ça arrive que parfois, il y a un bien qui reste à peine 3 heures sur le marché, et on sait quand il sort, on sait qu'on va l'acheter, qu'on va avoir un acheteur derrière, que c'est une bonne opportunité. Pour le savoir, ça, effectivement, on a développé des systèmes informatiques, des algorithmes en interne qui nous aident à repérer ces opportunités-là plus rapidement possible. Et puis, il y a aussi l'expertise de nos chasseurs qui sont au quotidien vraiment au contact du marché, qui scannent, visitent des apparts tous les jours et qui, à force, ils ont aussi, eux, entraîné un peu leurs muscles internes et ils savent exactement repérer d'un clin d'œil une bonne opportunité. Je pense donc toi, tu as un avantage concurrentiel de ouf, quoi, alors, sur moi. Oui, nous, le principal avantage qu'on a c'est tu l'as nommé, en fait, c'est le fait de pouvoir capter les opportunités avant même qu'elles sortent sur le marché. En fin de compte, on s'en rend compte. Aujourd'hui, on a, je crois que c'est près de 62% des opportunités qu'on propose à nos clients qui ne sont jamais sorties sur un Le Bon Coin ou un Se Loger. Donc, encore moins sur les autres plateformes. Donc ça, c'est via des agents. Beaucoup. On travaille, on travaille vraiment. Alors ça nous arrive de trouver effectivement via des contacts vraiment locaux, le boulanger comme tu le nommais tout à l'heure. Mais non, pour être très transparent, la plupart du temps, c'est des opportunités qui sont amenées par des agents immobiliers pour la bonne et simple raison, comme on l'a mentionné aussi précédemment, que eux, leur métier est vraiment là où ils font preuve de toute leur expertise, c'est d'aller trouver des mandats et ils ont tout intérêt à en trouver le plus possible pour maximiser leur commission. Et donc ensuite, la vente, ils veulent aller vite. Ils veulent aller vite. C'est pas dans leur intérêt de faire 70 visites, etc., de publier sur un Se Loger, répondre à toutes les demandes, etc. Ça prend énormément de temps. Et nous, on a cette capacité-là de leur apporter des acquéreurs. On s'est assuré le financement au préalable également, ça compte. Ouais. Ils ont la certitude qu'avec nous, ils vont aller au bout de leur projet. Notre acheteur. Jamais de défaut, quoi. Voilà. Ouais. Alors c'est arrivé parfois, faut être très transparent, mais aujourd'hui c'est vraiment très très marginal. Je crois que c'est moins d'1% des transactions qu'on fait. Donc sur 500 transactions, c'est pas beaucoup. Oui, il sait que tu es fiable, tu sais qu'il est fiable, tu sais qu'il n'a pas intérêt à finalement t'envoyer un bien que tu voudras pas visiter parce que vous les visitez tous. On les visite tous. Ouais. Voilà, alors ça, c'est un secret, il faut les visiter immédiatement. C'est-à-dire que si jamais tu vois un truc, alors au moins dans les endroits un peu en tension, mais même partout finalement. Ça, c'est le deuxième avantage. Enfin, c'est le deuxième avantage qu'on a, être sur place au quotidien et de pouvoir acheter de 8h du matin à 20h du soir, de pouvoir les visiter de 8h à 20h du soir. C'est qu'il y a parfois des choses qui tombent à 14h. Nous, on a un chasseur qui est là en fin de journée. Et puis, comme on le dit. Donc, bien acheter, c'est être au contact à la source, le plus proche de la source. Alors, du coup, pour nous, professionnels qui font ça quotidien, c'est vraiment notre métier. Mais si on se projette aussi avec vous en tant que particulier qui voulez acheter par vous-même, faut vous poser la question de qui vous pouvez vous rapprocher au niveau local. Allez voir des agents immobiliers, allez leur présenter votre projet, allez leur dire tenez, moi c'est ça qu'il me faut, c'est ça mes critères. J'ai fait tant de visites. Ça j'irai pas, etc. Allez leur faciliter leur boulot à eux aussi. Allez leur dire vraiment très, très, très simplement qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous avez en tête. Il y a un gros aspect aussi le financement. La principale crainte d'un vendeur ou d'un agent immobilier, du coup, par conséquent, c'est aussi qu'un compromis de vente soit. Le mot magique, c'est sans condition suspensive. Donc la condition suspensive étant de dire que si je n'ai pas de prêt, je n'achète pas. Donc, exactement. Voilà. Donc pour ça, pour être prêt même à dégainer une offre et à acheter sans condition suspensive, vous n'avez pas forcément besoin d'en arriver jusque-là, mais au moins rassurez votre agent immobilier ou votre vendeur en ayant fait au minimum en amont vos devoirs, c'est-à-dire aller voir un courtier, votre banquier, et demander une lettre de confort sur votre capacité de financement. Ouais. Là, ça met tout le monde d'accord. Et on sait que ensuite le vendeur va parler à quelqu'un qui est sérieux, qui a vraiment mûri son projet et qui apporte des garanties. La lettre de confort, on a le terme, mais c'est hyper important. Moi, c'est vrai que j'ai déjà donné dit à quelqu'un il n'y avait pas de conditions suspensives, puis après je suis arrivé avec une lettre de confort et en fait ça suffit, tu vois. Donc, exactement. Ça suffit dans la plupart des cas, ça suffit. Et ça vous coûte rien, vous allez juste aller voir votre banquier ou un courtier, passer 30 minutes au téléphone avec lui pour décrire votre situation, faire un petit check-up de où est-ce que vous en êtes en termes de capacité d'endettement,
Et ça vous aidera, ça vous ouvrira beaucoup de portes. Et on parle de montants quand même, quoi qu'il arrive, même si c'est un petit bien immobilier, c'est quand même toujours des montants qui vont très vite avoisiner un an de salaire ou plus, ou beaucoup plus selon les biens. Enfin, je pars d'un petit T1, T2 dans une petite ville de région à un T4, T5 à Paris. Le spread est grand, mais il faut en visiter plein, en fait. C'est toujours pareil. Parce que vous, l'avantage que vous avez, c'est que vous en visitez plein tout le temps. Vous connaissez le marché. Il y a une tendance à sauter tout le temps sur le premier. Moi, je l'ai fait par le passé parce que j'ai eu des énormes coups de bol et donc c'est arrivé. Mais en fait, t'es jamais plus à l'aise quand t'arrives et que tu fais une offre sur un truc que quand t'en as visité 10, 15, 20, 30 avant, où en fait, tu vois le truc et tu te dis OK. Et en plus, généralement, ça fait que t'as vu plein d'agents, plein de monde qui vont en fait, eux aussi, être capables de t'alimenter. Il faut entraîner son muscle. Ouais. Et on en parlait un petit peu aussi en amont de cet épisode. Il y a des... l'erreur aussi à ne pas commettre, c'est parfois de se prononcer trop tôt et on fait première visite, on a un coup de cœur. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on achète ? Est-ce qu'on n'achète pas ? Moi, je suis hyper enthousiaste. J'ai toujours envie d'acheter tout, en fait. Ouais, c'est bien ça le problème. En plus, parfois, c'est un coup de cœur. C'est un achat immobilier. Ouais. Souvent, c'est un projet de vie. C'est quelque chose sur lequel on est capable de s'emballer très rapidement. Donc, encore une fois, si la problématique, c'est comment bien acheter, c'est-à-dire comment réaliser la meilleure affaire, d'un point de vue financier, eh bien, ça vaut peut-être le coup parfois d'être un peu patient, mais aussi hyper réactif. Donc voilà, il y a une dualité qui est intéressante, c'est que je te rejoins à 100% là-dessus. Il faut bien connaître en fait son marché, et pour ça, il faut en avoir vu. Il faut avoir vu des annonces. Il faut recevoir les notifications tous les jours. Il faut aller visiter, parce que les annonces, ça suffit pas. Il faut connaître et entraîner son muscle pour reconnaître, être capable de reconnaître la bonne affaire quand elle se présentera devant vous. Et je peux vous dire que vous avez fait 20 visites, vous savez quand c'est une opportunité qui en vaut la peine ou pas. Et alors, dès que vous l'avez repéré, par contre, là, il faut être hyper actif. Vous avez au préalable votre dossier qui est tout prêt, avec votre accord, votre lettre de confort. Vous faites une offre, à la sortie de visite. Et là, on parle de marketing aussi, comme tu le dis, le dossier qui est prêt. Ouais. Si tu as un truc avec ta lettre de confort, ta pièce d'identité, je sais pas, je dis une connerie, mais une fiche de paye, ou je sais pas ce que tu mets quelques petits trucs dans ton dossier qui vont rassurer le vendeur. Qui vont, en fait, ils vont se dire, ah, mais dis donc, il est super pro, etc. Et en fait, là, tout de suite, il va se dire, c'est avec lui que j'ai envie de traiter plutôt qu'avec un autre. Donc, je trouve toujours de bonnes excuses pour pas traiter avec des gens. Ouais, et puis votre vendeur, il préfère vendre, c'est une histoire de confiance, l'immobilier. Donc, il a envie de vendre à quelqu'un à qui il a confiance, qui va aller au bout parce que c'est son intérêt, sinon ça lui fera perdre du temps, il faudra qu'il relance les démarches avec un autre acheteur, etc. Et puis aussi, même, il y a un petit, au fond de nous, on a envie de vendre à quelqu'un à qui on se dit, va peut-être est sérieux, va peut-être me traiter mon appartement pendant le futur. Alors moi, j'ai passé ce niveau-là, tu vois. Ça, je me dis, je purement rationnel maintenant. Mais oui, mais bien sûr. Tu vends à celui qui te paye les 10 000 balles de plus, point. Ah oui, alors ça, bien sûr, mais pour à niveau équivalent. À niveau équivalent. Moi, je parle d'un niveau équivalent, voilà, avec deux offres. Celui qui va te moins saouler, en fait, aussi, qui est le plus rassurant. Moi, après, exactement. Et donc pour ça, c'est aussi du marketing du côté de l'acheteur. Allez-y préparé avec le minimum qui est fait et puis soyez prêts à dégainer assez rapidement. J'ai une petite question subsidiaire sur tout ça, après tu me diras si j'ai oublié des choses, mais est-ce qu'il faut forcément très bien acheter ? Ça paraît un peu con ce que je dis, et forcément très bien vendre. Je m'explique, ou je peux m'arrêter là si tu veux pas que je m'explique, mais... Je comprends, alors plutôt je vais essayer de reformuler et puis tu me diras si j'ai saisi le sens de ta question, mais... Est-ce que, en fin de compte, c'est pas une chimère de toujours chercher à mieux acheter ou mieux vendre, et que ce qui compte vraiment, et comment est-ce qu'on fait son beurre un peu dans l'immobilier, c'est tout simplement devenir propriétaire, surfer sur l'augmentation des prix, à condition qu'on achète au bon endroit, au bon moment, et puis revendre. C'est ça. J'ai des gens, que ce soit dans du mobilier, enfin l'immobilier de bureau ou perso, qui me disent, moi j'achète à peu près au prix du marché, si je peux un peu en dessous, mais j'essaye pas de faire des braquages comme moi j'essaye de faire à chaque fois. Et comme toi t'essayes de faire à chaque fois, enfin souvent en tout cas, sachant qu'en gros, ils me disent, mais t'achètes au bon prix, moi si un truc je le veux, je le prends. Sauf s'il a un prix débile et complètement délirant. Mais voilà, et je te disais tout à l'heure, tu me disais, mais alors du coup, ici, dans les bureaux de Cosa Vostra, t'as racheté le premier étage. Je te dis, non, j'ai racheté le rez-de-chaussée, mais le premier, je l'ai laissé passer parce qu'il était trop cher. Et j'ai un de mes potes, Jonathan Zizerman, pour pas le citer, qui me dit, en fait, t'es con, t'aurais dû le prendre parce que là, il a un prix de marché.
Et en fait, t'as trop bien acheté ici pour te rendre compte que ce truc est à un prix juste. C'est pas un braquage, c'est pas un machin. Et moi, je me suis dit, mais non, c'est pas un prix juste, c'est beaucoup trop cher. C'est 2 fois et demi ce que j'ai payé ici, tu vois. Et mais il a peut-être pas complètement tort, en vrai. Vaste question encore une fois, mais très intéressante. Mais non, je suis pour moi, vraiment, c'est important de pas se laisser emporter et acheter, comme on a suffisamment détaillé, acheter n'importe quoi. C'est important. Maintenant que vous avez écouté cet épisode, vous savez sur quoi faire attention. Avoir en tête au minimum que voilà, si vous allez demain vous présenter face à un bien qui est nickel, qui a été parfaitement rénové avec du marbre de partout, etc., vous allez vraisemblablement le payer un peu plus cher et que vous aurez peut-être pu faire une meilleure affaire en acceptant d'acheter un appartement avec des murs vert pomme et en y mettant quelques milliers d'euros de travaux. Ça, c'est important de le savoir. Maintenant, il est vrai que je te retourne la question, tu vois, mais imagine aussi le potentiel que tu as de revente demain en présentant, si tu avais acheté tout l'immeuble, hein, Un ici, triplex. Ouais. voilà, imagine le potentiel, la rareté de ce truc-là. Je vois la barre à la Ghostbuster, la barre de pompiers, là, où tu peux descendre je m'étais projeté, tu vois, clairement. Tous les employés de Cause Restaurant ont bientôt un toboggan qui va leur permettre d'aller du troisième au Une jambe dans le plâtre. Mais ouais, donc il y a ça, en fait. Et puis il y a aussi ce qu'on dit pas, c'est l'évolution du marché, le Paris. Alors, ça, il y aura sûrement quelques remous prochainement, mais sur le long terme, moi, j'en mets ma main à couper, ça va évoluer à la hausse. Et donc, en fin de compte, une main à couper quand même, là, ça y est, c'est la première fois, dans 20 ans, on en reparle. On en reparle dans 20 ans, je suis invité pour le 500 millième épisode de Martingale, une main en moins. On va couper un moignon. Mais voilà, je pense qu'il y a ton beurre, entre guillemets, t'aurais pu aussi le faire en achetant cette opportunité qui se présentera vraisemblablement pas de sitôt demain. Exactement. Et puis revendre dans 10, 15, 20 ans quand tu seras à la retraite. Et finalement, c'était sûrement pas si con, quoi. Ouais, c'est ça. Donc peut-être que j'ai fait une connerie. Mais non, mais je voulais clôturer sur cette réflexion presque philosophique. Non, j'exagère un peu, mais en tout cas sur le prix. Sachant qu'à la vente, ça marche pas, ça. C'est-à-dire qu'à la vente, il faut juste vendre le plus cher possible. Le reste, la vente, oublies. Pas de question à se poser. Chaque commission que tu dois régler, chaque machin, etc., tu réfléchis, tu négocies. Ouais. Un agent, il prend combien ? Ça dépend des modèles, ça dépend des agences, mais c'est entre, et ça dépend du prix, c'est entre 3 et 5%, 6%, c'est dans la norme du marché. Donc tu dois essayer de négocier à 3, par exemple. Faut négocier si vous avez un T2 à vendre dans une ville très tendue, vous savez que c'est pas compliqué de trouver un acheteur. Ce qui est très compliqué pour l'agent, par contre, c'est de vous faire signer vous un mandat. Vous pouvez négocier, tentez-le de négocier, c'est sûr. Puis aller voir un autre. Puis bien sûr. Mais non, pour terminer sur cette réflexion un peu philosophique, c'est vrai que nous on le voit, hein, il y a certains marchés, on a acheté à Lille il y a 3 ans, à Rennes, j'ai cité un exemple l'exemple de cette même copropriété où on a acheté 3 appartements. Le premier appartement, il s'avère qu'à l'époque on avait réussi à le négocier de 150 à 140, mais on l'aurait acheté à 145. Est-ce que ça aurait été une mauvaise affaire ? La vraie mauvaise affaire, ça aurait été de le rater, cette opportunité. Parce qu'aujourd'hui, elle a pris presque 100% de valeur en l'espace de 2 ans et demi. C'est quelque chose qui est juste exceptionnel. C'est pas, attention, on va pas faire c'est pas vrai forcément partout, hein, mais voilà, dans les marchés qui se portent bien, en fait, la réalité, c'est qu'il vaut mieux acheter et que pas. Voilà. La meilleure offre sur le bureau dans lequel on produit cet épisode était faite à 1% en dessous du prix de vente. Moi, je suis arrivé, je dis ok, je prends le prix de vente, tu vois, mais tu te dis mais 1%. Mais pourquoi faire ça en fait ? Pourquoi ? Tu vois ? Et là, c'est une mauvaise affaire, je te confirme. Donc en effet, essayer de négocier pour négocier. Alors 1%, tu te dis mais bon, c'était réel. C'est ça. Ok, on a fait un bon tour. J'ai oublié des choses ? Forcément. On a discuté de effectivement comment bien vendre, comment bien acheter. On n'a pas parlé peut-être de savoir bien estimer les travaux ou encore. Oui, ça, t'en fais beaucoup. Dis-moi quand même, oui, parce que moi, je suis toujours assez. Je veux dire, c'est assez au doigt mouillé. En gros, moi, je me dis, soit je fais un rafraîchissement, c'est 500 € du mètre carré, soit je fais une réno importante mais pas profonde, c'est-à-dire
je mets pas et c'est 1 000 euros, et soit je fais une réno. Alors profond, premium, ça veut dire que j'enlève toute l'électricité, j'enlève toute la plomberie, je refais les salles de bain, les machins, les trucs, les fenêtres, tout était à un bon gros 1 500 du mètre carré. Eh ben, écoute, je vais peut-être te décevoir, mais je trouve que cette estimation est la plus précise, enfin la plus proche de la réalité, c'est ça, pas précise, non, mais tu me rassures, proche de la réalité de, en tout cas, nous, ce qu'on constate. Alors, ça va peut-être être soumis à une réévaluation. Le 500, il est dur. Oui, oui. Réévaluation avec ce qui se passe en ce moment et voilà, l'augmentation du coût des matières premières qui est hallucinante. On recevait là une lettre de nos fournisseurs il y a pas plus tard que la semaine dernière, sur certains éléments, tout ce qui est métal, même PVC, etc., plus de 20% des prix. Donc en fait, voilà, toute l'installation électrique, ça va coûter vite plus cher. Il y a plein d'éléments comme ça qui vont véritablement changer malheureusement notre façon de faire des devis. Et donc peut-être ces estimations, on passera peut-être de 500 à 700 euros du mètre carré en moyenne pour une rénovation très légère. Mais en fin de compte, non, c'est une bonne fourchette à avoir. On peut avoir aussi 2-3 autres grandeurs de grandeur. Voilà, une cuisine, à condition de ne pas installer du roche-beaubois de partout et du marbre au sol, on est à 5 000 euros. Une salle de bain, il faut compter à peu près le même budget. Défaire une cloison, on est pareil, on est sur du 2 ou 3 000 euros, à moins que vous ayez un salon aussi grand que la première salle de réception de Versailles. Donc voilà, il y a plein d'informations là sur Internet. Vous trouverez ces ordres de grandeur. Refaire une installation électrique, peu importe la taille de votre appartement, il faut compter, si vous faites tableau plus câblage, etc., 10 000 euros, ça suffit. Donc, avoir ces ordres de grandeur-là, quitte à même prendre un budget un peu de précaution, parce qu'il y a toujours des choses qu'on découvre en faisant les travaux, en y mettant vraiment les mains dedans. Ça, c'est important, parce que ça va aussi vous permettre de mieux négocier, savoir qu'est-ce que vous allez vraiment acheter en définitive, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on préférait les appartements qui sont avec couleur de vert pomme de partout, mais par contre derrière il faut savoir combien ça va coûter de repasser tout dans une couleur digne de ce nom. N'oubliez pas donc tous les frais qui vont avec autour de ça. Donc on a parlé notaire évidemment, agent potentiellement, assurance, pas mal de choses à ajouter dans tout ça, dans votre business plan. Mais ça c'est dans l'épisode aussi sur le rendement. On va dépasser largement notre temps imparti. Mais avant de te quitter, cher Martin, je t'avais posé cette question. Je sais plus si je l'ai posée dès le 5e épisode, mais est-ce que tu as une martingale à toi? Ma martingale à moi, alors, oui, je vais pas être très original parce que c'est mon métier, mais je vous parle de ces projets qu'on fait avec nos clients et j'en suis aussi bien sûr. Tu t'en mets un ou deux de côté, pas les pires alors j'imagine. On essaye, on essaye de contrer l'adage que les cordonniers sont toujours les moins bien chaussés. T'as acheté où toi? Moi, j'ai acheté à Lille, à Rennes, à Lyon. À Marseille, à Nancy, à Bordeaux. Si je pouvais, à Nancy, à Angers, bientôt Marseille. Voilà. D'accord, très bien. On essaye de diversifier ses placements. Si je viens, je mets 20% dans tous les prochains, si tu veux. Mais on en reparlera alors, parce qu'on travaille avec des entrepreneurs ou des fonds, etc., qui commencent qui sont très tentés par revenir sur l'investissement, sur l'immobilier résidentiel, et on a déjà lancé pas mal de choses, on en parlera plus tard. Okay. L'immobilier, même si voilà, aujourd'hui on est à un moment aussi charnière hyper intéressant, je pense que le marché sur ces dernières années a vachement évolué, il va continuer d'évoluer dans un sens comme dans l'autre. Voilà, je pense qu'il faut s'attendre à certains correctifs sur certains marchés, ça serait normal. D'où l'importance de faire comme toi et d'acheter à plein d'endroits différents et pas partout au même endroit. Ouais, et puis même si vous avez une seule ville en tête et comme zone périmètre de chasse, je pense à une ville comme Lille ou comme Lyon, il y a tellement de différentes typologies d'investissement. Quand je parle de Lyon, c'est même le Grand Lyon, avec si vous allez acheter à Oulin ou à Villeurbanne, Bron, etc. Il y a des choses à faire. Plein de projets de vraiment de construction ou alors de transport, etc., qui vont aussi redessiner les cartes dans le futur de ces villes. Donc
Non, il y a plein de choses à faire. Et moi, ma martingale, c'est immobilier locatif parce que c'est fantastique. On a encore en France, voilà, même si les taux sont en train de remonter, une capacité à aller chercher du crédit ce qui est juste fantastique et qui nous permet presque unique dans le monde. Donc, presque unique au monde. Faut en avoir conscience. Ouais. Ça. Super. Martin Ménez, on cherche donc Martin Ménez sur Google, on te trouvera sur ton compte LinkedIn notamment. On peut t'ajouter. Si on vient de la part de la martingale chez Bivouac, tu t'offres quoi? Une bouteille de champ, je sais pas, je t'ai pas prévenu avant. Écoute, bonne question. On a rien prévu, mais vous pouvez. On va alors du coup. Je le mettrai dans le descriptif de l'épisode si tu me réponds pas maintenant. Non, on se fera un plaisir de vous inviter avec un petit champagne effectivement au bureau. On va créer la question alors du coup sur le processus d'inscription. Vous aurez la possibilité de rentrer ça, de sélectionner que vous venez de la martingale. Puis on trouvera dans le descriptif quelque chose que tu proposeras à mes auditeurs. Parfait. On va trouver un petit truc. Bivouac bevouac.fr. Comme. C'est beau. Bivouac, très bien. Merci Martin pour tous ces secrets. Écoute, je suis ravi. On se voit dans tout un plaisir. Une grosse centaine d'épisodes. Quoi. Tu me trouveras tu me trouveras pour te couper la main et que tu me trouveras une nouvelle martingale. Ok. Merci. Super. À plus. Merci. Salut tout le monde. À la semaine prochaine sur la martingale. Merci pour votre fidélité et puis pour tous vos bons plans sur le Discord qu'on a créé là récemment. On m'a un peu perdu dans cette histoire, mais je regarde ce qui se passe. Allez, salut, ciao. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io. Si vous trouvez 5 petites minutes, je vous invite à mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. Ce podcast est produit par Cosa Vostra, une agence conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale. J'aime beaucoup Cosa Vostra, si vous le savez bien. Et donc, on vous aide à gagner en visibilité, en singularité, en efficacité. Contactez-nous, on va faire de votre strat digital un truc incroyable. Je remercie toutes les équipes pour la production et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.